Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle saison de l'émission Au cœur des Appalaches. Dans le cadre de cette première diffusion, nous avons assisté à la conférence de presse du Centre de services scolaires des Appalaches, au cours de laquelle M. Jean Roberge, directeur général, a dressé le bilan à l'aube de la rentrée scolaire. Bonne émission! Donc, bonjour à vous tous. Merci d'être présents avec nous ce matin. Dans le fond, l'objectif, comme Mme Moreau le mentionnait, c'est de dresser un portrait de la situation de la rentrée. Puis que les gens là, puissent être informés, notre clientèle et la population là, de notre région également. Donc, même formule qu'à l'année dernière. J'avais le goût de vous proposer aussi qu'on pourrait voir, si vous voulez bien, au lieu que je mentionne tous les points, qu'à chacun des points, si vous avez des questions, que je puisse répondre à vos questions. Ça soit peut-être un peu plus interactif là, si ça vous convient. Donc, on procéderait peut-être de cette façon-là là, cette année, si cela vous convient. Donc, il faut comprendre là, que dans une organisation, un centre de services scolaire, ce qui est avec qu'est-ce qui encadre nos actions nécessairement, c'est le plan d'engagement vers la réussite. Comme en entreprise privée avec sa planification stratégique. Donc, nous, on a 3 enjeux. C'est la réussite de tous nos élèves, un environnement éducatif stimulant et le bien-être psychologique et physique de l'ensemble des gens là, qui gravitent autour de notre organisation. Comme vous avez pu voir cette année, il y a eu quand même des enjeux assez importants. Notre ministre de l'Éducation ça a fait une conférence de presse la semaine dernière, mais il y a eu quand même beaucoup d'actions, malgré que pendant la période estivale, généralement, l'éducation n'est peut-être pas un sujet d'actualité aussi important que pu l'être cette année. Donc, vous avez vu la semaine dernière, ou entendu plutôt, la situation au niveau des enjeux reliés à la clientèle. Donc, chez nous, ça se passe relativement bien. Il y a un point plus spécifique, là, mais je peux quand même le traiter actuellement de façon plus spécifique. Donc, dans les chiffres la semaine dernière du ministre, donc on avait un manque environ de 5 de notre personnel à combler. Cependant, la situation s'est améliorée là, au cours des derniers jours parce que c'était une photo, je pourrais dire, de la situation du 8 août dernier. Donc, actuellement, là, au niveau du secondaire, il manque environ là, un peu moins de 7 postes à combler. Et sur ces 7 postes-là, il y a déjà là, quelques postes qu'on va être en mesure de combler là, au cours de la journée aujourd'hui, parce que c'est exemple là, en français, il y a des enseignants là, qui sont disponibles là, pour combler ces postes-là. Donc, on est en contact avec ces gens-là pour les combler. Au niveau du primaire, l'ensemble de nos postes sont comblés. Donc, ça, c'est très positif. Il reste là des postes là, au niveau de la formation professionnelle qui devraient être comblés au cours des prochains jours. C'est des pourcentages de tâches. Combien? Au niveau de la formation professionnelle, il y a 20 dans un secteur, puis un autre 50 dans un autre secteur. Donc, mais ça se passe vraiment bien de ce côté-là. Il y a des gens qui sont en mesure de faire le travail. Puis, c'est exemple en mécanique, bien, il y a une augmentation de clientèle très importante, mécanique automobile. Donc, ça crée des besoins. Fait que de ce côté-là, il faut trouver des enseignants. Au niveau du personnel de soutien, ce que je tiens à vous dire aussi, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'embauche de nouveaux enseignants là, qui sont non légalement qualifiés. Donc, actuellement, c'est des gens qui travaillaient pour nous. Donc, ça va bien de ce côté-là. Je parlerai peut-être davantage de notre accompagnement qu'on fait avec les gens qui sont non légalement qualifiés un peu plus tard. Fait que ça se passe vraiment bien. Au niveau du personnel de soutien, au niveau des techniciens en éducation spécialisée, on est correct. Mais je vous dirais que tous les secteurs, à part le soutien administratif, là, qui reste peut-être des remplacements, là, je dis peut-être parce que les gens travaillent toute la fin de semaine, puis je suis en attente de réponse là, ce matin, mais que ce soit au niveau des TES, que ce soit au niveau du service de garde ou des surveillants, il n'y a pas d'impact là, au sein de notre organisation. Et les gens on va avoir des gens là, qui vont être là pour accompagner nos élèves. C'est sûr qu'à travers tout ça, quand on regarde la grosse photo, je pourrais dire, de l'organisation, au niveau des enseignants, il y a des enjeux à chaque année. Les enjeux étaient plus grands au cours des dernières années. On a quand même fait des bonnes choses, là, comme l'accompagnement au niveau des non légalement qualifiés. On a des enseignants retraités qui les accompagnent. Il y a un programme d'accompagnement qui a été fait par nos services éducatifs. De ce côté-là, on est en mesure d'avoir une certaine stabilité au niveau de nos enseignants non légalement qualifiés. Plusieurs d'entre eux sont actuellement là, en formation pour acquérir leurs compétences là, pour enseigner.
Ça représente combien de personnes? Je vous dirais qu'actuellement, là, on est à moins de 20. Je vous dirais, là, avec les prévisions là, de combler les postes restants qui sont encore là, non pourvus. Donc, on est avec les chiffres que j'ai actuellement ce matin, là, on parle de moins de 20. C'est sur combien? Environ 400, je vous dirais. 20 sur 4. Ouais. Donc, ça va relativement bien de ce côté-là. C'est certain qu'on a mis certaines choses en place. Puis au niveau du personnel de soutien, au niveau des services de garde, ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis quelques années, on offre une formation par l'entremise de notre centre de formation professionnelle de tremplin. Donc, on est en mesure de combler la pénurie. Donc, dans le futur, si on est encore ici, tout le même groupe, dans 5, 6, 7 ans, il y aura peut-être certains enjeux reliés quand on analyse là, notre plan de main-d'œuvre au niveau des enseignants. Bien, il y a beaucoup de départs à retraite là, au cours des prochaines années, mais on va profiter de la situation actuellement. Il y a peut-être des choses qui arriveront là, dans le futur aussi. Donc, les faits saillants aussi, que je peux vous mentionner aussi, j'ai l'ordre du jour, excusez-moi. J'avais dit que les gens posaient des questions, les gens posent des questions. Bien, c'est sûr qu'au niveau, on a eu quand même des... Je regarde Claudia et Alain parce qu'on s'est parlé là, en lien avec les coupures budgétaires, les compressions budgétaires, pardon, il faut que j'utilise les bons termes. Merci, Mme Moreau. De ce côté-là, la situation va relativement bien chez nous. J'avais mentionné qu'on travaillait à ce que le service à l'élève ne soit pas impacté. Je tiens à vous dire qu'il y a également un refinancement au cours de la période estivale. Donc, pour nous, là, somme toute, il y avait un certain pourcentage de financement vers nos écoles, mais il y a quand même, là, je vous dirais, là, grosso modo, là, 1,8 million là, qui va être retourné à nos écoles par les mesures dédiées, mais aussi par des réserves là, qu'on devait se garder pour combler là, la précarité financière qu'il faut avoir chez nous. Donc, c'est une excellente nouvelle. Donc, de ce côté-là, nos écoles vont être en mesure là, d'offrir des services en fonction de la réalité des milieux. Okay. Donc, c'est positif. Là. Parce que c'est ça, vous parlez de 7,8 millions. Ouais. Là, il y a 1,8 qui vous est retourné. Bien, en réalité, il y a 2,4 millions qui nous sont retournés. Okay. Sur le 2,4 millions, il y a 1,8 million, là, je vous dirais, qui est retourné directement dans nos écoles, parce qu'il y avait quand même des compressions budgétaires. On avait parlé également, là, sans vouloir rentrer trop dans le spécifique, là, il y avait un conseiller pédagogique en mathématiques qu'on ne voulait peut-être pas remplacer, mais qu'on va remplacer, là, tout dépendant de la situation en lien avec notre recrutement. Je pense que l'accompagnement et la formation de nos enseignants, c'est toujours une priorité. Fait que la situation s'est vraiment améliorée. Il faut comprendre que c'est un budget aussi, puis c'est quand même un budget là, de plus de 110 millions, donc il y a quand même beaucoup de facteurs puis à considérer et à évaluer aussi. Mais actuellement, la situation là, dans nos établissements va être plus positive qu'elle l'était là, en juin lorsqu'on est parti en vacances. Okay. 2,4, donc le reste. Il faut comprendre à travers tout ça, c'est que quand on avait reçu nos chiffres, on avait été très patient de notre côté parce qu'on voulait voir c'était quoi le manque à gagner de ce côté-là. Mais il faut comprendre que dans les coupures gouvernementales, si on respecte le nombre d'heures maximal qui est octroyé par le ministère, nous, c'était environ là, c'était 2,3 millions qui étaient nécessairement là, coupés, qui étaient enlevés de la coupure budgétaire. C'est sûr que dans ces chiffres-là de 7,9 millions, on avait analysé l'ensemble de nos chiffres. Puis pour tenter de diminuer l'impact le plus possible, comme j'avais mentionné à maintes reprises, sur le service direct à l'élève. Donc finalement, tout ce qu'on avait évalué en fonction du service direct des coupures en lien avec le service direct à l'élève ne seront pas présentes là, cette année. Il n'y a aucun impact sur les services aux élèves. Dans notre organisation, aucun. Okay. Les compressions, oui. C'est le bon mot. Oui. Était de combien? Là, vous récupérez 2,4, mais c'était combien? 7? Bien, 7,8, mais tu sais, ce qu'on avait fait, c'est qu'on... Donc, est-ce qu'il manque 5 millions? En fait, dans le fond, il ne manque pas nécessairement, il manque pas 5 millions, parce que sur le 5 millions, il y avait 2,3 millions qui étaient reliés là, au nombre d'heures maximales qu'il fallait octroyer. De ce côté-là, on le contrôle par nos embauches. On a toujours été prudents dans le passé dans nos embauches, donc de ce côté-là, ça nous aidait. Et il y a un refinancement là, de 2,4 millions, mais ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait regardé chacun de nos postes budgétaires aussi, puis versus les marges de manœuvre qu'on avait au cours des dernières années. On avait regardé comment on pouvait trouver des façons de diminuer l'impact. Comme chaque service là, centraux ont des priorités.
Donc, des priorités de développement, d'accompagnement. Fait que de ce côté-là, on avait diminué le plus possible nécessairement ces budgets-là de développement. Donc, on va revoir là, graduellement là, comment on peut réinvestir. On avait toujours été prudent par le passé. Là, c'est sûr qu'au cours de la prochaine année, on continue à travailler à diminuer le plus possible les frais administratifs pour être en mesure que l'impact soit le moins grand. Ça va toucher tant les photocopieurs que le renouvellement informatique, que de la façon de gérer, qu'on va regarder pour mutualiser certains services aussi. Donc, pour être le plus efficace et diminuer les coûts. Mais au risque de me répéter, on avait été très prudent par le passé. Donc, puis il y a des gens qui prennent des bonnes bouchées, je vous dirais, en termes de répartition du travail ici. Là. Donc, on avait quand même des économies importantes là, dans le passé. Donc, est-ce qu'il reste encore de la place à économiser là? Il reste toujours de la place. Il reste toujours de la place, c'est relatif, là. Mais, tu sais, comment je pourrais dire ça? Les économies pourraient se faire avec l'optimisation de tous les outils administratifs, les outils informatiques pour gérer, exemple, la paye, pour gérer toutes les façons, l'approvisionnement, tout ça. Là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites de ce côté-là. Mais on travaille toujours, puis c'est toujours été un réflexe de notre organisation, parce que si on manque, Alain, ça fait déjà longtemps là, que tu es avec nous, depuis la période là, d'austérité qu'on a appelée, on a toujours travaillé à diminuer les coûts administratifs de notre organisation, puis même s'il y a une augmentation de clientèle depuis quelques années, on a toujours été prudent de ce côté-là. Ça porte fruit actuellement là, dans nos façons de faire, mais on tente toujours d'avoir des réflexes d'améliorer notre rapidité d'exécution, d'optimiser nos processus intérieurs pour diminuer les coûts relatifs à tout ça. Puis ce qu'on veut toujours, là, c'est donner plus de temps à nos gestionnaires d'établissement pour être des leaders pédagogiques aussi. Est-ce qu'on le fait toujours de façon efficace? Bon, on travaille, c'est un développement, on travaille toujours à améliorer nos processus. Là. Les compressions ont quand même représenté un certain défi pour vous. Ah, c'est sûr. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le temps, on a quand même analysé la situation, puis on a rencontré nos gestionnaires le 2 juillet, puis on est en mesure d'avoir tous les enjeux, puis tout le portrait global de comment on se positionnait par rapport à ça. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand même un budget important, fait qu'il faut être en mesure de bien analyser, puis de voir c'est quoi nos leviers, puis la situation financière, elle évolue toujours dans le temps. Donc, c'est ce qu'on avait fait, puis on avait évalué l'impact de ce côté-là. Mais là, avec un certain recul d'un mois et demi, mais la situation comment je pourrais dire, non, est très positive. C'est dur de dire que c'est très positif en période de compression budgétaire, mais c'est quand même bien chez nous. Donc, on s'en tire relativement. Vous avez bien géré tout, finalement. Ben, ça, je vais vous laisser le dire, c'est pour moi. Vous aviez mentionné que 3 ressources pourraient perdre leur emploi. Est-ce que c'est encore... Actuellement, on n'est pas là. Il y a certaines situations, puis des fois, on prend une décision, mais la situation change. Actuellement, on n'est pas là. Tout le monde va garder leur emploi, je vous dirais. Puis, vous avez l'air d'hésiter un peu dans votre réponse jusqu'à temps qu'arrive autre chose? Vous voulez dire? On n'en est pas là, vous dites pas... Non, mais je veux dire, c'est parce qu'il y avait des situations spécifiques par rapport à des postes. C'est ça, j'avais lu. C'est ça. Fait que, donc, non, on n'est pas là actuellement, puis cette possibilité-là n'est plus existante. Okay. Donc, ce que j'avais mentionné lorsqu'on s'est parlé, on n'est plus... Donc, il n'y a personne qui perd son emploi. Personne ne perd son emploi actuellement. Okay. Est-ce que les postes pas comblés, Il y a un poste non comblé qu'on va voir en cours d'année aussi. Dans le fond, c'est un poste de conseil pédagogique en lien avec l'informatique. On est en attente de voir comment on va se positionner aussi par rapport à tout ça. J'aimerais d'avoir que tout soit spécifique puis vous donner toute l'information, mais c'est un contexte qui évolue aussi. Mais c'est très clair. Ouais. Est-ce que ça va pour ça? Main-d'œuvre, budget, ça va? Vous avez parlé du 5%. Donc là, les 32, il en manque juste 32. Et il en manque plus. Là. Ou en tout cas, il en manque aux formations professionnelles, mais... Puis un petit peu au secondaire aussi. Au secondaire, il manque... 7 postes. 7 postes au secondaire, mais comme je vous dis, les discussions que j'ai eues ce matin, ça évolue. Là. Je vous dirais qu'il y a des enjeux un peu plus grands au niveau de trouver des enseignants en mathématiques.
Donc ça, il y a quand même des enjeux, mais somme toute, là, c'est environ 2,5 postes en mathématiques qui nous restent à combler, mais ça évolue quand même bien. Donc on devrait être en mesure, là, comme on mentionnait tout à l'heure, les élèves arrivent le 27, là, on va être en mesure de combler ces postes-là d'ici septembre. Super. Au niveau de la clientèle, comment je pourrais dire, non, ça va. Notre clientèle, on a vécu longtemps une baisse de clientèle. Cette année, on a une augmentation de clientèle, je vous dirais, d'environ 70 élèves au secteur jeune. Donc, une quinzaine d'élèves en moins au primaire, mais 85 élèves de plus au secondaire. Donc, on a eu des cohortes quand même, des cohortes d'élèves, là, toujours aux environs de 425 élèves par année qui arrivaient, des nouveaux au primaire, à l'exception de l'année dernière, où le chiffre était plus aux environs de 370. Donc, la clientèle augmente par conséquent au secondaire. Au niveau de la formation professionnelle, il y a une diminution, puis elle s'explique, c'est environ une quarantaine d'élèves de moins au niveau de la formation professionnelle. Je vous dirais que ça s'explique en très grande partie en lien avec les élèves internationaux, qui sont moins nombreux. L'an passé, on avait environ là, une centaine d'élèves au niveau des élèves internationaux. Donc, on avait eu plus de 60 l'an passé, des nouveaux. Cette année, on est à 15. Donc, le chiffre est moins important de ce côté-là. Au niveau de la formation générale des adultes, il y a une constance. Les chiffres sont relativement les mêmes que l'année dernière. Au niveau de la francisation, on était à 200 élèves l'année dernière au niveau de la FGA. Cette année, on est à 110 élèves, mais on a une possibilité de ajouter une cinquantaine d'autres en lien avec les budgets qui sont octroyés. Là. Donc, de ce côté-là, il faut comprendre que c'est quand même un processus qui peut être quand même assez long là, au niveau de l'inscription des élèves là, en francisation. Donc, ça se porte au niveau de la clientèle, là, ça va relativement bien. Contrairement là, à des situations de d'autres centres de services, nous, au sein de notre organisation, des problèmes de capacité, on a de la place en masse. Là. Nos écoles ne sont pas pleines aux bouchons, donc il y a de la place dans nos 3 écoles secondaires. Au niveau de nos écoles primaires, la situation est quand même, acceptable, puisqu'il y aurait toujours une possibilité de réaménagement là, territorial dans le futur si la clientèle continue d'augmenter, mais jusqu'à maintenant, là, ça va très bien de ce côté-là. Le ministre de la Ville demandait le vouvoiement. Allez-vous aller dans ce sens-là? Ben, c'est sûr que le vouvoiement, c'est pour la période du mois de janvier. Donc, on va aller dans cette situation-là. Ce qui est le plus... dans le fond, au niveau de l'interdiction du secondaire, que c'est pas du secondaire, du cellulaire, mais qui va avoir plus d'impact au secondaire, ça, c'est pour la rentrée scolaire. Donc, ça c'est un enjeu quand même très important, qui va amener son lot d'adaptation aussi, parce qu'il faut comprendre que c'est un changement de pratique pour nos équipes écoles, mais aussi dans le quotidien de nos élèves, ça vient changer leur façon de faire. Je vous dirais cependant que au niveau du CELAT, sur les étages, ça se passait très bien, les directives qu'il y a eu les dernières années, ça se passait quand même très bien dans nos écoles. Puis on avait déjà mis des choses en place avant que la réglementation arrive. C'était quoi les pratiques? Est-ce que les 3 écoles étaient pas mal pareilles ou chacun faisait ça? Chacun faisait un peu à sa façon, je vous dirais, mais ça allait relativement bien, je vous dirais, de ce côté-là. Là, c'est sûr que le fait que le cellulaire soit interdit au début des classes, ça amène quand même son défi. Sur les terrains de l'école. Est-ce que les profs et les surveillants vont se mettre à faire la police des téléphones? Bien, c'est sûr qu'il y a un bout d'apprentissage aussi. Hein. La comparaison n'est peut-être pas bonne, mais je me rappelle, il y a plusieurs années, quand c'était l'interdiction de consommer du tabac, de fumer sur les terrains de l'école, il y avait quand même beaucoup de travail à faire. Je vous dirais que nos surveillants sont dynamiques dans la façon que nos équipes d'école accompagnent les élèves aussi. Il y a des surveillants là, qui, sur l'heure du midi, qui sont à l'extérieur. C'est sûr qu'avec la grandeur de nos terrains, ça va peut-être amener certaines adaptations, mais je pense qu'il faut se donner du temps. Oui, la réglementation arrive, mais il faut se donner du temps pour changer ces pratiques-là. Mais c'est sûr que nous, nos codes de vie dans nos écoles secondaires vont être modifiés pour répondre à cette exigence-là. Au primaire, l'impact sera moins grand, mais il va quand même avoir un impact aussi. Là. Les jeunes utilisent moins le cellulaire là,
au niveau du primaire. Qu'est-ce qui est de la FG, de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle, mais cette interdiction-là n'est pas valide. Donc, ça va être vraiment dans nos écoles secondaires. C'est quand même un bon défi, mais on va s'adapter, on va s'ajuster avec le temps. Ça ne touche pas le transport scolaire? Transport scolaire, non, ça ne touche pas le transport scolaire. C'est vraiment au début des classes, la réglementation. Comment cette mesure-là a été accueillie chez vous? Bien, c'est sûr que ça s'est fait dans le temps aussi. L'annonce s'est faite au mois de mai. On a eu le règlement, je vous dirais, au mois de juillet. C'est sûr que ça avait fait partie des discussions aussi. On entendait parler. C'est un sujet d'actualité aussi. Quand c'est arrivé, bien, c'est sûr que ça dépend dans quel siège on est. Dans le fond, quand on est dans un siège de direction, on se dit comment je vais être en mesure de faire appliquer cette réglementation-là. Ça amène son lot de défis. Puis dans la tête du jeune, ben, c'est une grosse perte pour moi. Ma vie est dans mon cellulaire. Puis je parle à mes amis. Les applications qui sont dans les cellulaires font partie du quotidien des jeunes. Donc, de ce côté-là, comme au risque de me répéter, ça dépend dans quel siège on est. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui s'ajoute. C'est une couche de plus à gérer. Donc, ça amène son lot de défis. Par contre, on peut dire qu'il n'y a pas eu de mouvement de grève structuré ici, là, à l'époque là, où ça a été révélé. Il y a certains jeunes qui ont réagi fortement dans certaines régions. Puis ici, ça n'a pas été un enjeu majeur. Ça va être vraiment une adaptation pour les jeunes à ce moment-là. Oui, effectivement. Puis il faut se donner du temps. Parce que quand même, il faut modifier nos règles, mais avant que les jeunes voient la plus-value à travers tout ça, ben, ça peut prendre un certain temps aussi. Mais ce changement-là est fait pour le bien nécessairement de notre clientèle scolaire. Donc, les jeunes, avec le temps, vont sûrement voir les effets positifs. Il leur reste quand même du temps en soirée pour faire leurs devoirs, mais aussi pour échanger avec leurs amis et utiliser leur outil technologique. C'est sûr que dans le transport scolaire, c'est maintenu aussi, mais les jeunes vont pouvoir le faire. Mais quand on regarde tout ça, c'est pas moi à commenter ça, mais nos jeunes sont quand même sollicités. Puis le temps qu'ils passent là, au niveau sur leur appareil, sur leur cellulaire, ben, ça demande quand même une concentration. Puis c'est aussi au niveau des échanges entre humains aussi, de la socialisation, ben, ça va être bien de ce côté-là. Les jeunes vont sûrement se parler plus. S'écrire moins, mais se parler plus. Je sais que ça ne s'applique pas aux professeurs, mais est-ce que vous demandez à vos professeurs de ne pas avoir leur téléphone au moins à la vue des enfants? Ça, ça appartient vraiment aux écoles. Je vous dirais que de ce côté-là, il y a une certaine... J'aimerais te répondre, mais honnêtement, au lieu de dire quoi que ce soit, je peux aller chercher l'information puis t'en revenir nécessairement, là, mais actuellement... Là, ben, comme DG, est-ce que vous souhaitez ça? Non, je ne suis pas là. Comme directeur général, je n'ai pas de demande à cet effet-là. Et est-ce que vous craignez la réaction des parents? Jusqu'à maintenant, les réactions qu'on entend, elles sont positives des parents. Oui. C'est ce qu'on entend. Est-ce que dans quelques semaines, quand il y aura des conséquences, des mesures disciplinaires, d'accompagnement pour les élèves, quelle sera la réaction? Mais actuellement, on n'entend rien. À part que c'est positif, que les parents sont heureux de ce changement de réglementation-là. Si vous me permettez, M. Roberge, également, le comité de parents du centre de service scolaire, avec notre service éducatif, a décidé d'offrir à tous les parents un abonnement gratuit jusqu'en juin 2026 à des capsules vidéo, des conférences en ligne sur différents sujets pour accompagner de façon, disons, optimiser leurs enfants. Puis il y a tout un module sur le numérique. Donc, la place des réseaux sociaux, le lien avec la santé mentale. Donc, c'est une intervenante spécialisée qui offre l'accompagnement aux parents. Puis, on les a abonnés gratuitement là, pour leur permettre d'avoir des conseils, puis aussi d'apprendre à gérer cette nouvelle situation. L'école y travaille, mais c'est important qu'on a une responsabilité partagée. Hein, donc, c'est important aussi que les familles nous soutiennent là, dans cette transition-là. Merci, Annie. Est-ce que ça va pour le cellulaire? C'est correct. Au niveau des investissements reliés là, avec nos bâtiments, c'est quand même l'environ, je dirais, moins de 6 millions là, dans les travaux au cours de l'été. Comme vous avez pu voir, là, actuellement, là, il y a la construction d'un terrain synthétique ici là, pour nos élèves
de la polyvalente, mais aussi les élèves du centre de service là, qui voudront l'utiliser. Donc, en lien avec notre PEVR, puis je vous parlais tout à l'heure, un environnement stimulant. C'est sûr qu'on est actuellement en train de revoir, en train de refaire également là, la cour de l'école de l'Arc-en-Ciel à Robertson. Donc, on travaille également aussi au niveau, on a changé le revêtement d'un gymnase à la polyvalente de Black Lake. Et on travaille là, à réménager également là, le programme de pharmacie, d'assistance technique en pharmacie au niveau du tremplin de notre centre de formation professionnelle. Le reste des investissements, c'est de la mise à jour, je vous dirais, des réfections de salles de bain, réfection des murs extérieurs, des fenêtres, des balcons, réfection également de l'ascenseur central, puis également, là, je dirais que l'ensemble des travaux là, ressemble à ça cette année. Donc, on met à jour nos bâtiments. L'état de nos bâtiments, je vous dirais qu'il est quand même solide. Ça va bien de ce côté-là. Puis à chacun. Désolée, Non, je vais passer finir. C'est quand même la moitié moins que l'an dernier en investissement. Est-ce que c'est parce que c'est ce que le budget vous permettait? Oui, effectivement, c'est le budget, c'est ce que le budget nous permettait. Et c'est sûr qu'on travaille, là, on se projette, dans le fond, avec un plan quinquennal en lien avec tous les investissements là, qu'on a à faire. Donc, on va avoir d'autres investissements au cours des prochaines années qui devraient ressembler à ce montant-là. Donc, il y a toujours des impacts également aussi. Comment je pourrais dire, c'est beau avoir les sous, mais il faut être capable de bien superviser ces travaux-là. Donc, avec l'équipe qu'on a, actuellement, on le fait bien. Quand je parle de l'équipe, c'est l'équipe des ressources matérielles. Donc, c'est à ce niveau-là, on est en mesure de bien. On l'est également là, lorsque le chiffre était le double, mais ça amenait quand même de l'énergie supplémentaire à déployer là, pour accompagner tous ces travaux-là. Puis il faut comprendre aussi qu'on parle ici, mais il y avait tout le secteur également de la construction, de l'ingénierie, de l'architecture également, là, qui était comme au bouchon. Donc, avec un volume de travail comme celui-là, ça va relativement bien. Puis c'est sûr que les montants, s'y augmentent, on va être en mesure également de les investir aussi. Les investir et d'améliorer nos bâtiments. C'est un endroit, ça, où vous réduisiez votre ambition puis les projets? Bien, c'est sûr que c'est un budget, là on le voit, ça se projette au niveau des investissements, de rénovation, ça va diminuer au cours des prochaines années. C'était déjà prévu comme ça? Ou? Bien, c'était prévu. Dans le fond, nous, ce qu'on travaille, c'est qu'on travaille avec l'enveloppe ministérielle. Avec les dernières coupures, il y a un réajustement qui a été fait. Donc, mais administrativement parlant, on a toujours conservé le moins de personnes possible au niveau des ressources matérielles. Donc, je parle au niveau de l'administratif. Donc, de ce côté-là, puis il faut comprendre aussi notre directeur de ressources matérielles. Qui est un phénomène en soi. Ah, c'est ça. Donc, il ne prend pas vraiment de journée de congé. Donc, c'est... puis même, c'est ça, même pendant la période estivale. Donc, de son côté comment je pourrais dire, donc ça lui a permis de bien encadrer les travaux, mais c'était prévu. C'était pas prévu, mais avec les nouvelles façons de faire, on a dû se réajuster. On va se réajuster en fonction des besoins au cours des dernières années. Vous parlez de votre parc immobilier est solide. Il est solide, c'est sûr qu'il est assez âgé. On a vu là, Clair Soleil à Lévis, puis l'École Saint-Sacrement à Québec qui est sorti son plateforme. Est-ce que vous dites, OK, il faut revérifier tout parce que là, on a peut-être des affaires des années 60 qui vont s'écrouler ou vous n'êtes pas là-dedans? On a des affaires des années 60. OK? La majorité de nos affaires sont des années 60. L'école a des écoles, c'est pas plus ici, mais tu sais. Mais je vous dirais que notre parc est vraiment est solide, puis on n'a pas les mêmes enjeux que vous avez mentionnés de ce côté-là. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ben, on tente de le corriger le plus rapidement possible, mais il n'y a pas de... Il n'y a aucun signe. Il n'y a aucun signe actuellement là, qui est aussi majeur qu'on va toucher du bois, parce que des fois, ça peut arriver vite. Là. Mais on a quand même une équipe efficace, des tournées d'école qui sont faites, oui, par nos employés, mais notre directeur des ressources matérielles fait des tournées systématiques pour voir si tout est correct là, dans nos établissements. Puis c'est sûr qu'il y a du personnel qui est là aussi, à longueur de journée, là, qui sont nos yeux, là, puis qui sont en mesure d'évaluer chaque situation qui pourrait être problématique. Mais on n'a pas d'enjeu de ce niveau-là. Donc, il y a eu un bon entretien régulier qui a été fait. Oui, un bon entretien régulier. C'est sûr qu'on a travaillé, comment je voudrais dire, dans notre positionnement, on a travaillé
sur l'entretien des bâtiments, les changements de fenêtres, les toitures, les systèmes de chaufferie aussi. C'est peut-être moins, comment je peux dire, ça paraît moins bien peut-être de l'extérieur quand tu regardes l'école, mais nos écoles sont en bonne. La structure est correcte, puis je veux dire, on a travaillé à être efficace de ce côté-là, récupérer des sommes d'argent également là, par rapport à des changements de façon de faire par rapport au chauffage nécessairement. Là, on est en mesure d'avoir un exemple comme celui-là. On avait des ententes au niveau du gaz naturel. À un moment donné, les ententes sont venues moins intéressantes. Donc, on a tourné à l'électricité. Donc, on a deux systèmes là, qui nous permettent qu'on évalue ces situations-là. On est en mesure de sauver des sommes d'argent de ce côté-là. Est-ce que ça va pour les bâtiments? Ça va. Au niveau des résultats, c'est sûr qu'actuellement, je ne pourrais pas rentrer dans le spécifique parce qu'il faut que les informations rentrent là, soient entrées, soient accessibles dans le tableau de bord du ministère. Là, vous pouvez avoir accès nécessairement. Donc, nous, ce qu'on voit, là, il y a quand même il faut le voir sur une période de 5 ans quand même, mais si on se compare de 2024 en 2025, on a des défis au niveau des mathématiques là, de 4e secondaire, puis au niveau du français de 5e secondaire. Au niveau des sciences et de l'histoire, je parle des épreuves uniques, là, de 4e et de 5e secondaire. Je voudrais que de ce côté-là, la situation s'est améliorée. Puis au niveau de l'anglais, on est stable, parce qu'au niveau de l'anglais, on a quand même un centre de service là, qui performe très bien au niveau de l'anglais. Donc, le taux de diplomation au niveau de l'anglais là, est excellent. On est près de 100% là, au niveau de l'anglais régulier en 5e secondaire. Fait que de ce côté-là, c'est positif. Comme je vous disais, au niveau des mathématiques, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. La situation s'est améliorée en 3e secondaire. En 4e secondaire, on voit qu'il y a certains défis, mais on va travailler là, pour continuer à s'améliorer de ce côté-là. Vous nous dites est-ce que c'est historique ou qu'est-ce qui explique ça? Bien, c'est historique. Ce qui explique actuellement, je ne peux pas vous le dire parce que ça vient d'arriver. Ce qu'on fait, c'est qu'on analyse les épreuves aussi, les questions, c'était plus difficile. Nos conseillers pédagogiques travaillent avec nos enseignants, nos équipes écoles pour corriger la situation. Il faut le voir vraiment sur une période de 5 ans. Donc, c'était plus formel pour vous. Pas formel, mais c'était une façon de vous informer que je disais ce matin, mais on va être en mesure de connaître plus la situation dans quelques mois. On est proactif à travers ça pour que nos erreurs soient récurrentes d'année en année. Moi, ça complétait, là, je vous dirais ce que j'avais à vous dire. Au niveau de la réussite des élèves, en lien avec notre objectif 1 du PEVR, on est dans la bonne trajectoire. On est dans la bonne trajectoire. Écoute, il faut le voir, là, on est un peu plus de 70% au niveau de la diplomation. On va atteindre 82%. Je pense que dans 2 ans, on va être près du 82% si on ne l'a pas dépassé. Donc, on travaille, c'est sûr qu'on a changé nos façons de faire aussi. On accompagne nos élèves, oui, à la diplomation, mais nos élèves, ça va être aux diplomations après 7 ans. Donc, on a 2 ans pour suivre nos élèves lorsqu'ils ont fini leur secondaire. Donc, on a vraiment une approche individualisée. Nos conseillers pédagogiques rentrent en contact avec nos élèves. Des fois, c'est un cours qui manque, c'est ton cours de français de 5e secondaire, ça peut être le module en écriture, ça peut être ton cours d'histoire. Donc, tout le monde travaille ensemble, là, chapeauté par les services éducatifs, pour être en mesure de diplômer, de qualifier le plus d'élèves possible de ce côté-là. On voit certaines améliorations. Puis c'est le développement, puis là, on va, grâce au développement d'un centre de service, développer un outil. Puis nous, on est en application de cet outil-là. On travaille de façon manuelle, et là, on va le mettre en pratique, cet outil-là, pour que le service soit encore plus efficace et que la concertation soit plus grande de ce côté-là. Ça complétait mais ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser plus spécifiques. Je suis ouvert à répondre à vos questions, en espérant que ça a répondu à vos questionnements. Vous êtes en mesure de mieux connaître la situation actuelle de notre centre de service à quelques jours de la rentrée. Vous disiez 70%, ça c'est en ce moment, dans 2 ans, 82%. On était à 77%. Il faut regarder le taux 5 ans, le taux 6 ans, mais il faut toujours être relatif aussi à travers ça parce qu'on est un petit centre de service. Donc, comme une région industrielle. Une région industrielle, effectivement. Est-ce qu'avec des salaires,
Est-ce que c'est surtout, en plus on sait que la diplomation des garçons est plus difficile, est-ce que Chez nous, c'est vraiment, chez nous, c'est l'enjeu. c'est encore plus marqué? Oui, on est en dessous des statistiques là, provinciales. C'est sûr, comme le portrait que vous définissez de la région est C'est des jobs de chef qui sont payants. C'est ça. En tout cas, quand tu as 20 ans ou tu as 17 Effectivement, ça, c'est des enjeux importants de garder nos jeunes à l'école. Il y a des réalités qui sont peut-être différentes d'un milieu rural, d'un milieu urbain. Si tu peux très bien gagner ta vie. C'est sûr que la situation semble avoir donné un cours d'économie ou de situation financière dans notre région. Je pense que maintenant, il y a certains enjeux aussi. Le taux de la propriété a augmenté de façon considérable, donc ça prend des emplois là, peut-être plus payants nécessairement pour avoir accès à la propriété. Je pense que ça y a un changement de culture par rapport à tout ça qui va entrer en ligne de compte, parce que le développement technologique de nos entreprises aussi, on le voit par les enjeux de main-d'œuvre, ce qui ont mené dans notre région. Les entreprises vont être en mesure d'améliorer leur productivité par l'amélioration des technologies. Donc, de ce côté-là, ça va sûrement amener nos élèves là, à développer davantage. C'est sûr qu'on parle de à peu près 4 d'amélioration, de 77,3 qu'on est actuellement jusqu'à 82. Mais quand on met un nom derrière chacun des élèves, c'est environ 16 élèves de plus qu'il faut diplômer ou qualifier. Donc, parce qu'on a 400 élèves en moyenne. 16 par année. C'est 16 par année plus. 16 gars. 16 gars. Peut-être 16 gars. Non, peut-être. Mais tu sais, on fait quand même. Au moins 14. Au moins 14. Mais tu sais. Non, mais quand on mettait ça en chiffres, c'est beaucoup, puis c'est pas beaucoup en même temps. C'est ça. Il faut en trouver 16. C'est un peu ce qu'on dit à notre personnel. Vous dites, tu sais, on dit c'est des chiffres, mais on est capable de mettre des noms derrière de tout ça. Puis quand on est capable, tu sais, on est un petit centre de service en région, puis il y a une proximité qui se crée. Donc, on est en mesure de faire des suivis. Quand on regarde ça, des fois, Alain, il manque son français de secondaire 5, puis je vais vous donner un exemple qui n'est pas bon, c'est en écriture. Ton histoire, tu étais à 57, tu as eu une partie de ton laboratoire en sciences, tu as eu 6 sur 10, si tu avais eu 9, tu aurais passé. Il faut trouver des façons, puis malgré notre organisation, il y a quand même une augmentation de clientèle à chaque année, proportionnelle à la grandeur de notre organisation. Mais je pense qu'il faut continuer à personnaliser notre service pour être en mesure d'aider ces gens-là. Puis des fois, on voit toujours le diplôme de 5e secondaire comme une finalité, mais le diplôme d'études professionnelles dans un milieu comme le nôtre est très important. Est très important, et plus qu'important. On a des formations en santé qui aident à la survie de nos services. On regarde soudure montage, on a des entreprises ici dans la région qui emploient beaucoup de personnes de ce côté-là. On a le soutien informatique, une formation qu'on a eue, qui est au sein de notre organisation, je vous dirais environ depuis 5 ans, qui attire son lot d'élèves, que ce soit dessin de bâtiment également. On regarde juste les entreprises qu'il y a dans la région. Tout le monde trouve son compte à travers. Réussissez à le vendre, le professionnel, ou c'est encore C'est un long processus. Mais on travaille différemment. On offre des cours en concomitance. La concomitance, c'est que les jeunes finissent leur 4e secondaire le matin et l'après-midi vont faire, vice-versa, la mi-journée, font leur étude professionnelle. Donc, c'est une porte de sortie intéressante. Puis ça, on avait débuté ça avec le cours menu de charpenterie à Dizerelli, il y a peut-être près d'une quinzaine d'années. Dans le fond, les élèves allaient chercher leur 4e secondaire en français, maths et anglais, puis en même temps faisaient leur cours de menu de charpenterie. Puis avant, on avait une cohorte, on est rendu à 2, puis je pense qu'on pourrait en avoir une 3e, tellement que c'est populaire. Puis on a environ une 50aine d'élèves qui sont en concomitance au tremplin aussi. De cette façon-là, c'est quelque chose qu'on mise au niveau de la formation professionnelle. Est-ce que le défi de la vente est toujours présent? Oui, il est toujours présent. Mais c'est un milieu avec tellement de grandes possibilités. Nos entrepreneurs de PME au Québec, une très grande majorité qui ont des cours et de la formation professionnelle. De ce côté-là, ça va bien. Puis on a des bonnes ententes également avec nos voisins. Fait que le jeune peut finir sa formation dans d'autres secteurs qui ne sont pas faits chez nous, qui se déplacent dans d'autres régions. Puis ça l'inverse aussi. Il y a des jeunes qui
Il y a d'autres régions qui viennent chez nous aussi. Là, Ça se fait bien. Là. ça se fait bien, je veux dire, on a des ententes. Là, fait que ça se passe relativement bien de ce côté-là. Je vous laisse. Vous aviez pu rouvrir quelques classes, je pense, en francisation. Est-ce que c'est toujours le cas cet automne? Est-ce que c'est statu quo de ce côté? En francisation, on a une possibilité d'avoir une cinquantaine d'élèves de plus actuellement. Donc, on a passé, on avait 11 groupes, là on est à 7, mais les inscriptions sont toujours en cours de route. Donc, on pense qu'il va y avoir plus d'élèves au cours des prochaines semaines d'inscrits. Okay. 50 de plus au combien? Là, dans l'an passé, on avait environ 200. Okay. Cette année, on a 110, donc on pourrait en ajouter une cinquantaine d'autres. Vous ne rendrez pas 200 cette année. Non, ça n'a pas 200, puis on n'a pas le budget. C'est ça, on n'est pas capable On n'est pas capable de le faire, c'est ça. Est-ce que c'est le budget qui baisse, mais c'est la demande aussi qui baisse? Je te dirais que dans un premier temps, c'était le budget là, qui avait diminué l'an passé. Puis dans le fond, on avait des contraintes budgétaires aussi, parce qu'il fallait respecter les sommes d'argent qui étaient allouées à la francisation. Il ne faut pas prendre une somme d'argent dans l'organisation pour investir dans la francisation. Je vous dirais qu'il y a quand même une demande assez toujours importante, parce que je parle de francisation qui est offerte pour les citoyens au niveau de la formation générale des adultes. On a quand même le service aux entreprises qui relève de notre centre de formation professionnelle, qui, eux, donnent la francisation aux travailleurs de la région. Et ça, c'est stable. Il y a environ 200 travailleurs là, qui sont issus, qui reçoivent la francisation pour avoir leur permis de travail aussi. Mais ça n'empêche pas que des gens qui travaillent fort, c'est assez impressionnant. Ils vont travailler le jour, vont suivre des cours de francisation avec leur travail, puis le soir, ils vont passer 1, 2, 3 soirées par semaine pour améliorer leur qualité de français. L'année dernière, dans les coupures, j'avais eu l'occasion d'aller rencontrer chacun des groupes là, qui, malheureusement, devaient mettre fin à leur francisation qu'on a repris par la suite. Puis tu vois que c'est des gens qui sont dévoués et qui veulent rester parmi nous. Puis l'essor de la région économique dépend beaucoup d'eux. En Chaudière-Appalaches, la population est vieillissante. Puis l'économie, l'industrie va très bien. Donc, on a besoin de ces gens-là. Donc, il faut accompagner ces gens-là pour être en mesure qu'ils reçoivent leur permis de travail et qu'ils puissent exercer leur profession au sein de nos entreprises. Vous dites qu'il y en a 110 en classe, plus 200 en entreprise. En entreprise, oui. Plus en FGJ. Au secteur jeune. Secteur jeune, on a des élèves en francisation primaire. Oui. On en a au secondaire aussi. Nous, ce qu'on fait, malheureusement, là, je n'ai pas le décompte final ce matin, là, mais on a une façon d'accueillir nos jeunes, les jeunes qui sont issus de l'immigration. Ils ont 12 semaines dans lesquelles ils sont placés dans des groupes au primaire et au secondaire de francisation. Après les 12 semaines, on retrouve leur école respective. Il y a des périodes pendant la semaine qui sont francisées aussi. Donc, je vous dirais que c'est peut-être 3 ans qu'on travaille de cette façon-là. Puis, c'est quand même porteur de succès de ce côté-là. En tout cas, on les accompagne bien nécessairement. Là. C'est sûr que c'est pas parfait, parce qu'après 12 semaines, un Espagnol ou quelqu'un sa langue d'origine philippine ou sa langue d'origine est l'arabe, c'est pas parfait, mais ce qu'on veut, c'est de les accompagner. Puis il y a quand même des belles réussites. Vraiment. Hier, je suis allée manger dans un restaurant de la région. C'était vraiment tout le monde. C'était une famille élargie d'hispanophones. Il y avait une toute petite fille, là, maternelle, première année. L'hôtesse est allée les asseoir. Puis c'est la petite fille qui a parlé, qui a dit « Merci beaucoup, madame », dans un français très clair. C'est elle qui a commandé pour sa famille. C'était très beau à voir. C'est sûr, de ce côté-là, si on se compare à d'autres régions, c'est comme l'immigration, c'est nouveau hein, chez nous. On n'a pas une expérience de 30 ou 40 ans. Ça va en tout cas. Je trouve que c'est très positif. Très, très positif. J'ai vu quelque part 8% de vos élèves issus de l'immigration, c'est à peu près bon. C'est à peu près ça. Oui, c'est à peu près ça. J'avais avalé des chiffres, là, mais sur le tableau de bord, ça ressemble. Mais ça semble peut-être, ouais, c'est ça. Ouais. Votre nombre d'élèves, vous dites, qui a recommencé à monter? Notre nombre d'élèves a commencé à augmenter, je vous dirais, depuis 6 ans, je vous dirais. Tu sais, c'est environ... là, cette année, l'augmentation est moins grande, là, mais
On a été généralement, les dernières années, là, c'était une centaine de plus au primaire, une centaine de plus au secondaire. Donc, mais cette année, je vous disais tantôt les chiffres. Là, c'est plus 60 total. 70, c'est ça, 70 total. Okay. On pourrait dire que cette augmentation-là est un peu causée par l'immigration, justement. Oui, en partie aussi. Puis il y a quand même une hausse importante, je vous dirais, de la natalité dans notre région depuis une douzaine d'années. Donc, on parle au primaire, je parlais en moyenne de 425, là, mais il y a quand même 425 élèves par année. Mais voyez-vous, là, cette année, là, au niveau de la maternelle, là, 5 ans, on est à 447 élèves. Fait que, voyez-vous, oui, il y a une partie de l'immigration, mais il y a une partie aussi que la natalité a augmenté dans notre région aussi. En terminant, on revient peut-être au début. Vous me parliez du yo-yo gouvernemental, la francisation pendant l'année. Là, cet été, compression, pas de compression, on vous donne de l'argent. Qu'est-ce que vous pouvez en dire sans ça? Je comprends que vous faites de la politique, hein, les ADG des centres de travail scolaires. À quel point c'est demandant et c'est contraignant pour les organisations? Bien, c'est sûr qu'on a. Au-delà du montant en millions. Ouais, c'est sûr qu'on a à s'ajuster. Donc, le gros volet, c'est l'ajustement, la réflexion. Puis, à travers tout ça, c'est quel geste qu'on pose pour que notre clientèle ait le moins d'impact possible ou qu'il n'y ait pas d'impact nécessairement sur ces décisions-là. Je pense qu'en éducation, on est habitué quand même depuis plusieurs années chaque année, elle représente son défi. Donc, à chaque année, c'est ce que je disais à mes gestionnaires la semaine dernière. On commence une année, on ne peut pas dire que cette année va être plus facile que l'année dernière, ou elle va être plus facile, certainement plus facile que les années 2020, 2021, 2022. Il n'y a pas de pandémie, là. Mais chaque année amène son lot de défis. Il faut comprendre qu'on fait partie du système aussi. Donc, s'il y a certaines coupures, certains enjeux économiques, bien, l'éducation fait partie de ce système-là. On a à s'ajuster, puis à bien comprendre les réalités. C'est sûr qu'il y a toujours des défis importants. Puis au risque de me répéter, il faut que ça ait le moins d'impact possible sur nos jeunes en classe, sur nos gens qui sont en francisation, mais sur notre personnel aussi. Le 18 août, vous nous dites qu'il n'y a pas d'impact sur ça. Je vous dirais qu'actuellement, là, il n'y a pas d'impact là-dessus. Chez nous, en tout cas. Moi, je ne connais pas la réalité des autres, là, puis non, comme je pourrais dire, ma charge de travail est quand même importante. Chez nous, il y a le 18 août, si vous venez nous voir le 2 juillet, je me souviens entre nous que j'avais donné à Claudia, ça avait un impact. Là ça n'a pas d'impact.